Bienvenue dans le débat consacré au Soudan, alors que des massacres sans précédent ont lieu à El Fasher, au Darfour. Les FSR, les forces paramilitaires du général Hemeti, ont fait tomber la ville après un siège de 18 mois. C'était la dernière grande ville de l'ouest du pays qui échappait encore à leur contrôle. L'ONU dénonce des atrocités effroyables commises à El Fasher, exécutions sommaires, viols collectifs, enlèvements. Le Haut Commissariat des Nations Unies demande des enquêtes indépendantes. Le pape Léon XIV a réitéré son appel à un cessez-le-feu et à l'ouverture de corridors humanitaires. El Fasher était la dernière ville du Darfour non conquise par les FSR après 2 ans de guerre civile. Elle contrôle donc maintenant, vous allez voir sur la carte, le Darfour, l'ouest du Soudan et une partie du sud. L'armée du général Abdel Fattah Abdelrahman al-Bourhan contrôle le nord, l'est et le centre du pays. Plusieurs experts redoutent que les massacres continuent et que le pays subisse une partition. Alors on va revenir sur ces massacres au Darfour. Que peut faire finalement la communauté internationale? On va revenir sur cette guerre civile entre l'armée régulière et les forces paramilitaires. 4 ans après le coup d'État du général al-Bourhan, que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Le Soudan est-il en voie de partition? On pose ces questions à mes invités. Roland Marchal nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à Sciences Po Paris, également spécialiste du Soudan. En face de vous, Maz Tajeldine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur en informatique, activiste soudanais, collaborateur pour le média franco-soudanais Soudfa. Bienvenue à vous. Nous avons Antoine Gérard qui est en direct avec nous de Golo au Darfour. Bonsoir. Vous êtes coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour le Darfour. Bienvenue à vous. Bonsoir. Et nous avons Laetitia Bader, directrice pour la Corne de l'Afrique à Human Rights Watch, qui est également avec nous en direct de Rome. Bonsoir à vous. Bonsoir. L'ONU considère cette guerre, elle l'a dit encore aujourd'hui, comme la pire crise humanitaire actuelle. On va d'abord faire un point en images justement sur cette crise humanitaire au Darfour avec Claire Vérov. Assis en rang, ces Soudanais ont été capturés par des combattants paramilitaires. Leur chef, ici armé, prend le temps de s'adresser à eux avant de les abattre l'un après l'autre. À l'université, le sol est jonché de cadavres. Un seul survivant que les paramilitaires vont exécuter. Ces images extrêmement violentes de massacres nous parviennent du Soudan depuis une semaine, depuis que les forces paramilitaires opposées à l'armée gouvernementale sont entrées dans la ville d'El Fasher. Les voici, paradant lourdement armés à dos de chameaux ou en voiture. Ils prennent le contrôle de la ville après 18 mois de siège. Les associations humanitaires appellent à agir en urgence. C'est la plus grande crise humanitaire au monde actuellement. C'est 15 millions de personnes déplacées ou réfugiées. C'est 30 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire. Une bataille pour le contrôle du Darfour, dans l'ouest du Soudan. El Fasher était la dernière grande ville de la région, encore contrôlée par l'armée régulière. Aujourd'hui, la population ne sait plus où aller. 65 000 civils auraient fui. 2000 morts en quelques jours selon le gouvernement. Et peut-être plus, beaucoup ne seraient pas parvenus à rejoindre les camps de réfugiés. Ils battaient les hommes. Ils ont pris tout ce qu'on avait. Ils ne nous ont rien laissé. Une fois arrivés ici, on a appris que les filles du groupe avaient été violées. Une situation alarmante dans une indifférence mondiale, dénoncée cette semaine à l'ONU. Quelqu'un ici peut-il affirmer qu'on ne savait pas que ça allait arriver? Nous ne pouvons pas entendre les cris. Mais alors que nous sommes assis ici, l'horreur se poursuit. L'ONU réclame des enquêtes rapides et transparentes et dénonce une terrible escalade du conflit. Et on retrouve notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Bastien, vous avez parlé à de nombreux réfugiés soudanais qui ont fui El Fasher. Quelles sont vos infos ? Écoutez, on avait déjà une idée de l'horreur qui s'est déroulée à El Fasher. Les forces de soutien rapide documentent elles-mêmes l'étendue des massacres puisqu'elles publient leurs exactions sur les réseaux sociaux. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est ce qu'il se passait justement quand les caméras n'étaient pas allumées. Et donc plus les réfugiés arrivent dans la ville de Tawila, qui n'est pas tenue par les forces de soutien rapide, plus on a d'informations
Ce sont principalement des femmes et des enfants qui y parviennent, car bien les hommes se font tuer pour la plupart quand ils essaient de passer les points de contrôle des forces de soutien rapide. Et elle raconte l'horreur. L'horreur tout d'abord dans la ville d'El Fasher quand elle quitte les lieux, tous les corps qui sont étendus sur le sol. Elles disent qu'il est impossible de quitter cette ville sans apercevoir de cadavres. Ensuite, elle parle des fouilles des forces de soutien rapide qui ont lieu très régulièrement sur la route jusqu'à Tawila. À chaque fois, ils les fouillent totalement, jusque dans leurs sous-vêtements, jusqu'à toucher leurs parties intimes. Ils disent chercher de l'argent, de l'or principalement, et puis parfois ils décident de les arrêter, ces femmes, et leur demandent de l'argent, en échange de quoi elles peuvent être libérées, mais ils demandent beaucoup d'argent, parfois l'équivalent de milliers d'euros, et elles n'ont que quelques minutes pour pouvoir donner cet argent, sans quoi il leur arrive d'être exécutées. Certaines ont raconté cette histoire, et puis elle raconte aussi également le fait que quand les hommes sont arrêtés à ces points de contrôle, certains parviennent à passer et les autres sont envoyés dans des directions inconnues. Ils sont regroupés, parfois les personnes âgées d'un côté, les jeunes de l'autre côté. Et jusqu'à présent, personne ne sait exactement où ces gens sont envoyés. Et elles sont extrêmement inquiètes, elles n'ont plus de nouvelles suite à ça, elles n'ont pas non plus de nouvelles de la part des gens qui sont restés dans El Fasher. Et là aussi, il faut s'inquiéter puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il s'y passe en temps réel. Une chose est sûre, c'est que selon l'ONU, il y avait près de 200 000 personnes dans El Fasher avant la prise de la ville par les forces de soutien rapide. Seules environ 70 000 personnes ont fui à l'heure actuelle selon l'Organisme international des migrations. Qu'est-il devenu des 130 000 restantes? Impossible de le savoir à l'heure actuelle. Merci Bastien. Bastien Renaud, donc notre correspondant dans la région. Antoine Gérard, je vais tout de suite vous voir. Vous êtes à Golo, dans le Darfour, donc je le disais, coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies. Quel est votre constat justement à El Fasher, puisque l'ONU parle de l'une des plus graves crises humanitaires. On parle aussi d'un hôpital saoudien où il y aurait eu plusieurs exécutions. Effectivement, je pense que les reportages et vos correspondants ont effectivement donné la description, non seulement en images, mais à travers les témoignages que nous recevons. Je suis à Golo, qui est au sein du Darfour, dans le Jebel Mara, où il y a également des personnes qui sont déplacées de El Fasher. Je dois me rendre demain à Tawila, qui est plus proche de El Fasher. Les déplacements que nous connaissons sont liés à cette violence extrême, qui malheureusement sont en images, et on a cette question sur où sont la majorité des hommes, où sont les personnes qui souhaitent fuir ces massacres. Nous essayons d'aller dans différents lieux autour de la ville de El Fasher, et avec des organisations humanitaires, nous allons également essayer d'entrevoir la possibilité de rentrer dans El Fasher, qui est quand même relativement un défi, à la fois sécuritaire. Ce n'est pas nécessairement facile de pouvoir y rentrer actuellement. Il y a certainement aussi encore des combats dans certaines régions d'El Fasher. Il y a certainement encore des éléments, soit des forces de soutien rapide ou d'autres éléments affiliés qui sèment la violence, et des mines, des possibilités de situations d'insécurité. Mais c'est l'intention des organisations humanitaires de veiller à la protection des personnes, qu'elles soient déplacées ou qu'elles soient à l'intérieur de El Fasher, et également l'assistance. Roland Marchal, est-ce qu'il s'agit aussi de massacres ethniques? Écoutez, cette bataille sur El Fasher, elle dure depuis 16 mois. Il a fallu donc mobiliser des troupes d'un côté et de l'autre pendant 16 mois, et évidemment, l'ethnicité est un ressort de mobilisation, donc prétendre qu'elle n'a rien à voir avec les massacres en cours serait absurde. De la même façon, la durée et la forme de cette guerre indiquent qu'il y a eu de très nombreuses victimes. Alors évidemment, il faut, et c'est important, souligner l'ampleur des dommages collatéraux, des civils qui payent le prix le plus élevé, mais il y a eu aussi beaucoup de morts chez les combattants. Et ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est aussi une revanche par le gagnant, qui extermine une partie des combattants, de leur famille, en pensant que... Donc le gagnant est Métis, donc, et les forces spéciales. Exactement. Et donc, sur une population... et donc le problème qu'il faut se poser, c'est évidemment, c'est tout l'ampleur du travail qui attend les organisations de droits de l'homme, c'est mener des enquêtes indépendantes pour qualifier, trouver, estimer le nombre de victimes, parce qu'on
la maternité dont vous faisiez mention, on parle de 450 tués. Est-ce que c'est 450? Est-ce que c'est 200? C'est important. Et de la même façon, on parle maintenant de 7000 morts. Est-ce que c'est 7000? Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 15 000? Si vous voulez, moi, je revis en ce moment le drame de 2004-2005 au Darfour, où chacun y allait de son estimation. On était dans une politique des superlatifs, et finalement, dans tout ça, on a oublié des choses évidentes. Cette bataille dure depuis 16 mois. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi depuis 16 mois, un certain nombre d'institutions, les Nations Unies, l'Union européenne, l'administration américaine, n'ont pratiquement rien fait. Oh, ils ont fait des choses, de grandes déclarations, nous en avons eu beaucoup, mais finalement, sur le terrain, il y a eu extrêmement peu d'actions. Alors, il s'agit pas... Pourquoi, à votre avis, Roland Marchal? Ça dépend de... En fait, c'est une analyse qui doit être faite. C'est pas simplement, disons, l'indifférence, je crois pas. C'est aussi, d'une certaine façon, une certaine impuissance. Mais c'est aussi le fait que cette question, comme on pourrait parler d'autres conflits, l'Est de la RDC, par exemple, a été finalement considéré comme secondaire eu égard à d'autres choses. Conflit oublié. Pas oublié, traité. La crise soudanaise est une crise profondément nationale qui tient à l'organisation de l'État, à l'organisation de l'arène politique. En même temps, elle a un contexte régional de la grande région où finalement les fauteurs de guerre sont nos meilleurs alliés. Oui, avec lesquels on discute sur Gaza, avec lesquels on discute sur l'Ukraine. Vous pensez aux Émirats Arabes Unis, vous pensez à l'Arabie Saoudite? Pas seulement les Émirats Arabes Unis, il faut citer les autres, madame, l'Égypte, il faut citer également la Turquie, il faut citer le Qatar, notamment, sans parler d'autres comme la Russie ou l'Iran, où il y a plus d'unanimité du côté occidental. Mais peu importe. Le problème est que à partir de ce moment-là, le conflit en Ukraine et le conflit à Gaza ont été jugés prioritaires, et les Soudanais livrés à eux-mêmes ont fait la guerre qu'on leur permettait de mener grâce aux armements qu'on leur a gentiment vendus ou qu'on leur a donnés. Maz Tajeldine, vous qui êtes donc soudanais, activiste soudanais, qu'est-ce que vous ressentez justement en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire se répète? On parlait justement de ces événements au Darfour 2004, me semble-t-il, où là, en l'occurrence, 2008, l'acteur George Clooney s'était déplacé au Darfour. On a retrouvé les images d'archives pour mobiliser la communauté internationale à l'époque. Donc c'était des stars qui se déplaçaient. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Roland Marchal? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et l'histoire se répète depuis 2003, 2004, les massacres qui ont été commis. Aujourd'hui, la ville d'Al-Fasher, elle est assiégée depuis 16 mois. Et depuis 16 mois, ils se font bombarder. H24, ils bombardent bien sûr la milice de RSF, bombarde les hôpitaux, les mosquées, les écoles où les gens se réfugient pour se cacher. Et on savait que ça allait arriver parce qu'on a vu ça dans d'autres villes où quand la milice de RSF ont pris le pouvoir, ils ont commis des massacres. Al-Jineina, par exemple, à Madani, au Soudan, dans le centre. Et ils ont commis les mêmes massacres. On savait que ça allait arriver. On a laissé faire. Comme c'est arrivé donc en 2008, c'est de la même nature. 2004-2005. 2004-2005. 2008, c'était un peu moins, mais c'était un peu pas de la même ampleur. Mais aujourd'hui, on aurait pu arrêter ça. La milice de RSF, ils ont pu mener ce blocus, on peut dire, pendant 16 mois. Il n'y a aucun civil qui pouvait sortir. Ils ont été capables quand même d'attaquer 2 camps de déplacés. Il y avait près de 800 000 personnes dans ces camps. Enfin, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait eu aucune réaction internationale. Laetitia Bader, vous êtes directrice pour la Corne de l'Afrique de Human Rights Watch. Est-ce que vous parleriez, vous, d'un nettoyage ethnique à El-Fasher? Je pense que, comme l'a souligné votre correspondant, il est très difficile actuellement de faire un travail de documentation en temps réel. Donc, nos recherches et nos enquêtes sont en cours actuellement. Je pense que ce qui est clair et qui a été soulevé par les autres intervenants, c'est que, bien sûr, on parle d'une chronique d'un massacre qui avait été annoncé, et annoncé non seulement dû au siège qu'on a vu depuis 18 mois
les attaques qui avaient commencé en avril dernier, et le siège et les attaques sur les endroits de la ville où les civils demeuraient encore, à un moment où, bien sûr, il y avait une population dans des contextes de famine, ce qui a été souligné une fois de plus aujourd'hui par les experts sur la famine dans le monde, que c'est maintenant toute la ville de El Fasher qui serait caractérisée dans une situation de famine. Mais c'est bien sûr aussi une chronique annoncée due au fait et le comportement qu'on a vu des forces de FSR depuis le début de ce conflit. Vous avez dit que c'est des échos des débuts des années 2000. Nous, on a documenté une campagne de nettoyage ethnique en 2023 par les forces FSR dans le ouest du Darfour, dans la ville de El Geneina, où on a vu des tendances très, très similaires de ce qu'on vient de voir dans les jours, la semaine qui vient de passer. Des attaques sur des convois, alors des convois qui incluent et des combattants. Alors nous, on a fait une analyse de plusieurs vidéos où il y a eu clairement une attaque filmée par les forces de soutien rapide. Je pense que c'est quand même important de souligner que eux, ils ont accès à Internet, mais ils ont aussi le sentiment complet d'impunité qu'ils puissent se filmer en train de commettre des crimes. Donc, des attaques sur des convois de gens qui fuient, peut-être des combattants, mais aussi des civils. On a vu une vidéo où très clairement un civil est par terre, blessé, et il demande de la pitié du combattant FSR, qui lui dit on n'accorde pas de pitié, et qui le tue en tirant dessus 4-5 fois. Donc c'est vraiment un contexte d'impunité complète pour ces forces depuis le début de la guerre. Antoine Gérard, pour réagir justement à ce qu'a dit Roland Marchal, vous déplorez aussi l'absence de la réaction de la communauté internationale. Est-ce que vous qui travaillez pour l'ONU, est-ce que c'est une impuissance? Est-ce qu'il y a un manque de volonté? Est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures entre ce conflit et les autres et d'autres? Votre reportage a été très significatif quand vous avez montré effectivement les images du Conseil de sécurité avec le secrétaire général adjoint Tom Fletcher rappelant aux membres du Conseil de sécurité cette responsabilité qui doit être prise. Il y a eu effectivement un certain nombre de résolutions qui ont été prises depuis de nombreux mois, même condamnant le siège de El Fasher l'année dernière. Malheureusement, on voit que la communauté internationale n'a pas été suffisamment entreprenante sur éviter le pire que nous avons aujourd'hui. Et comme le rappelaient tous les intervenants, c'était quelque part une chronique avancée, annoncée. Les événements de El Geneina de mai 2023 avaient déjà donné un certain scénario et nous avions déjà intervenu auprès du leadership de RSF dès le mois d'octobre, à plusieurs reprises, et également en mars et en mai, pour alerter que nous étions très, très préoccupés par la protection des civils dans les différentes villes. Roland Marchal mentionnait justement l'attaque sur les camps, et particulièrement celui de Zamzam au mois de mars-avril de cette année, qui a créé des massacres tout à fait similaires et un déplacement important de population. Et effectivement, nous avons vu des initiatives, les initiatives entre autres que l'on appelle du Quad, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, des Émirats arabes unis et également du Royaume saoudien. Nous espérons que malheureusement, dû à ces massacres, la communauté internationale va se réveiller, mais certainement trop tard. Un mot, justement, pour redonner du contexte politique. 2 ans de guerre civile, la chute d'El Fasher, donc maintenant aux mains des FSR, fait que si on regarde une carte, vous avez une sorte de partition de fait du Soudan avec les forces de soutien rapide donc du général Hemeti qui contrôle le Darfour, l'ouest du Soudan et une partie du sud, et qui ont même installé au Darfour une administration parallèle, et l'armée du général Abdel Fattah Abdelrahman al-Bourhan qui, elle, contrôle le nord, l'est et le centre du pays, dont la capitale Khartoum. La guerre civile dure depuis le 15 avril 2023 entre l'armée donc régulière soudanaise et le général Hemeti avec les FSR. 2 généraux qui finalement voulaient diriger le Soudan. Roland Marchal, est-ce qu'il s'agit, pour redonner un peu de contexte d'abord, d'une lutte de pouvoir entre ces 2 généraux? Non, je crois, enfin, il faut être quand même
On peut le dire comme ça, si on a 15 secondes pour le dire. Si on essaye de regarder les événements, on ne part pas d'avril 2023. On part de ce qui se passe en 2019, la fin d'une dictature de 30 ans. Il faut se poser les questions de qu'est ce mouvement populaire. Omar el-Béchir a arrêté. Comment arrive un gouvernement civil de transition? Qui contrôle réellement quoi à ce moment-là? Et on voit que les militaires et les forces de soutien rapide ont joué dès cette époque-là un rôle extrêmement important dans la gestion du pays, en dépit de tous des officiels civils qu'on mettait en avant dans les conférences internationales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième tournant de cette crise, c'est quand même le coup d'État d'octobre 2021 qui semble n'exister pour personne, mais qui est quand même la fin d'une transition civile. Par le général Bourhan. Hein, et Métis, alliés tous les deux à nouveau. Tous les deux alliés, avec un soutien des pays qui aujourd'hui se sont divisés sur quel est le groupe qu'il faut soutenir, mais qui à l'époque ont tous convergé, Émirats, Arabie Saoudite, Égypte, Turquie, Qatar, dans le fait qu'il fallait soutenir les militaires contre les civils, parce qu'il y a une chose dont on ne veut pas au Soudan, c'est un gouvernement civil et surtout un gouvernement démocratique. Donc, si vous voulez, il faut se rendre compte que cette histoire, que cette crise, elle a une histoire, qu'il y a des conflits qu'on a prétendu résoudre au début des années 2000, qu'on n'a absolument pas résolus. Et puis tout ça nous revient aujourd'hui, cumulé, et qui donne évidemment un phénomène ultra-violent, avec cette idée qu'on est impuissant. Mais non, on n'est pas impuissant. Il y a des acteurs, Hemeti et Bourhan, sont des gens qui ne sont pas des tueurs fous. Ce sont des gens qui ont d'énormes problèmes à contrôler leurs troupes, qui tous les deux veulent le Soudan uni, même si tous les deux veulent le diriger, qui tous les deux sont sensibles aux appels internationaux, mais qui tous les deux aussi ont d'énormes problèmes à contrôler leurs propres troupes. Donc il faut prendre la mesure de toutes ces difficultés et avoir une diplomatie et une médiation qui soit un peu plus forte et un peu moins, disons, dans l'ordre de la déclaration, puisque c'est ça qu'on voit depuis 2021 ou 2023, et avec des actes. Et là, on ne les voit pas. On ne les voit pas de la part du Quad, des Américains, parce que c'est les seuls qui aujourd'hui disent et font quelque chose avec leurs alliés du monde arabe, mais on ne les voit pas beaucoup plus du côté européen, en dépit, et du côté français, du côté des Chinois, du côté des Russes. En dépit des condamnations. Oui, on fait des condamnations, on est dans la morale, on répète exactement ce qu'on a eu il y a 20 ans, on fait des déclarations, on écrase une larme en pensant à toutes les victimes, et puis après, on passe à autre chose. Mastageldine, justement pour rebondir sur cette transition démocratique, donc à la fin de cette dictature d'Omar el-Béchir, il y a eu cette rébellion, en fait, on s'en souvient, on l'a beaucoup traité ici, on voyait donc tous ces Soudanais dans la rue, il y a eu un moment donné où il y a même eu un gouvernement donc civil, moderne, avec une légalité entre les hommes et les femmes, me semble-t-il, ça c'était juste avant le coup de force. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Il y a eu ce moment où ça aurait été possible que ça soit différent? Ça aurait été possible que ça soit différent, mais cet accord et ce gouvernement, il était très fragile. Et on voyait que on parle de 2021, pour redonner 2021, oui. Après la chute d'Omar el-Béchir en 2019, c'était très fragile. Après, il y a eu le coup d'État. Ensuite, les militaires, entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Donc, Hemeti, il voulait prendre l'avant et il a essayé de faire un coup d'État qui a échoué. Donc, le conflit, il est devenu conflit international. Il y a eu des acteurs qui sont rentrés dans de ce conflit, notamment les Émirats arabes unis, qui, à mon sens, joue le rôle principal d'être derrière la milice de RSF. Derrière Hemeti, donc. Derrière Hemeti, elle fournit de l'armes et beaucoup de subventions. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts économiques et géopolitiques dans la région. Et ils veulent, même les Émirats, ils voulaient que Hemeti récupère la ville d'Al-Fasher, mais pour avoir un poids sur la table de négociation
pour pouvoir négocier avec El Burhan et gouverner le pays ensemble et pouvoir avoir l'influence sur le pays. Donc, les Émirats, c'est un pays très puissant et je reviens encore sur le fait que les puissances internationales, ils n'ont pas pu intervenir. Et le Soudan, en avril 2024 dernier, il a déposé une plainte au Conseil de sécurité pour dénoncer l'implication des Émirats dans ce conflit et le fait de fournir des armes à la milice de RSF. Mais ils ont réussi à mettre la pression sur les Anglais et ils ont fini par changer les motifs et la discussion sur ces plaintes du Soudan. Et du coup, ils ont réussi quand même avec leur machine financière à arrêter toute poursuite à l'encontre des Émirats. Et nous, on est impuissants, on ne peut rien faire. Impuissance, hein, vous redites, vous utilisez aussi ce terme. Antoine Gérard, quand on est justement sur le terrain au Darfour, est-ce qu'on voit que ce conflit, comme on vient de le dire, est internationalisé? Donc on parlait des Émirats soutenant Hemeti d'un côté, et puis il y a aussi l'Égypte, l'Arabie Saoudite de l'autre côté, la Russie, vous parliez du Qatar. Est-ce que sur place, est-ce que vous sentez cela, cette internationalisation du conflit, Antoine Gérard? Non, pas nécessairement, parce que nous sommes au cœur du conflit et donc, comme vous l'avez rappelé, ce sont deux forces qui s'opposent, les forces soudanaises de Port-Soudan et les forces de soutien rapide. Vous savez, nous avons effectivement des informations qui nous sont données, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est la négociation de l'accès avec les différentes parties qui sont dans le conflit, sachant qu'il y a aussi une certaine partition à l'intérieur de chacune de ces parties ou d'une certaine fragmentation dans le conflit. Donc, c'est une complexité en termes d'accès, mais je ne peux pas dire que je vois personnellement des acteurs qui seraient de ces différents pays sur le terrain. Ici, au Darfour... Oui, Antoine Gérard, vous négociez avec qui, en fait, pour avoir accès, par exemple, au Darfour? Donc, pour être là où je suis aujourd'hui, je suis au cœur de Djebel Mara, qui est un territoire qui est en fait tenu par ce que l'on appelle le mouvement de libération SLA Abdelwahid, qui est un peu unique en son genre, puisqu'il contient toute la région de Djebel Mara, mais entouré essentiellement par les forces de soutien rapide. Nous avons essayé d'arriver du côté de la ville de El Fasher par la ville de Tina, qui est encore tenue par le SAF, mais dû à des bombardements qui ont certainement opéré les forces de soutien rapide, nous avons repris un autre chemin qui est celui de Hadré, qui nous permet de rentrer directement dans le territoire tenu par les forces de soutien rapide. Et là, c'est une négociation directe avec les forces de soutien rapide pour pouvoir pénétrer dans le territoire qu'ils contrôlent. C'est une certaine facilitation qui nous est donnée, mais malheureusement, parfois, des obstructions, des lenteurs, et qu'elles soient du côté des forces de soutien rapide, mais également du côté des autorités de Port-Soudan. Donc, c'est une négociation permanente avec toutes les parties qui sont sur le terrain, de manière à pouvoir traverser différentes régions et donner l'assistance qui doit être donnée dans justement ces villes qui sont à la fois les villes qui sont dans les conflits, mais aussi toutes ces villes qui reçoivent des déplacés. Al-Jenina, qui est la ville frontalière avec le Tchad, vous trouvez des déplacés de Khartoum qui sont venus alors que les autorités de Port-Soudan et les forces armées soudanaises reprenaient le contrôle de la ville parce que craignaient un délit de faciès. Ils avaient des origines darfouries et ont craint pour leur propre sécurité et sont revenus se réfugier au Darfour. Donc, vous avez un déplacement permanent, et particulièrement sur le Darfour, dû à tous ces conflits qui sont dans toute cette région.
Sans parler également de crimes qui sont commis à l'heure actuelle également sur le Kordofan et particulièrement sur la ville de Bara qui est au nord de El Obeid. Laetitia Bader, est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez l'impression que justement les milices du général Hemeti sont mieux armées aujourd'hui même qu'il y a 10-15 ans? Je pense que c'est démontré par tout le monde que cette guerre n'aurait pas pu continuer s'il n'y avait pas eu un armement continu au cours des dernières 2 ans et demi, en fait, mais même des derniers mois. On voit continuellement des nouvelles armes qui sont déployées, notamment à El Fasher. 2 semaines avant la prise de El Fasher par les FSR, on était en train de faire des entretiens avec des survivants d'attaques de nouvelles types de drones, en fait, où il y avait eu plusieurs incidents depuis septembre, où des lieux où étaient des personnes déplacées, abritées, des mosquées, une école auraient été ciblées par ces nouvelles types de drones. Donc c'est vraiment un cycle continu de déploiement d'armes dans les mains des FSR, mais aussi des 2 côtés. Et je pense, une fois de plus, les conséquences immédiates qu'on doit avoir au niveau international sont sur les dirigeants des FSR. Et je pense que pour revenir à cette discussion, il y a eu beaucoup de condamnations, mais vraiment pas d'action. Il est essentiel qu'on voit des sanctions ciblées sur les dirigeants des FSR. Juste dans les derniers jours, une fois de plus, on a vu l'adjoint commandant des FSR, le frère de Hemeti, qui était à El Fasher. On l'avait vu près de El Fasher quand il y avait eu l'attaque sur Zamzam. On l'a vu à Ardamata, dans l'ouest du Darfour, au moment où il y a eu des massacres, une fois de plus, sur les populations massalites à ce moment. Donc oui, il y a toujours eu, et les FSR ont toujours utilisé l'excuse qu'ils n'ont pas qu'ils ne contrôlent pas toutes leurs forces, qu'ils ne contrôlent pas toutes les milices avec lesquelles ils travaillent, mais ils sont toujours là au plus haut niveau au moment où il y a des massacres. Donc il faut des sanctions contre les dirigeants, mais bien sûr c'est un conflit. On a vu des abus, des violations des 2 côtés, et on n'a vraiment pas vu de conséquences, que ce soit politiques, criminelles, financières, sur ceux qui soutiennent et qui dirigent ces forces. Roland Marchal, un dernier mot sur pourquoi est-ce que finalement les Émirats arabes unis soutiennent, envoient des armes à Hemeti. On parle beaucoup aussi du contrôle de ressources, de l'or au Soudan. Est-ce que les trafics de l'or alimentent aussi cette volonté du côté de ces pays qui finalement aident ces belligérants ou pas? Est-ce qu'il y a aussi une problématique ressources? Oui, il y a une problématique. Il faut se rendre compte d'abord que l'intervention de ces pays, notamment des Émirats et de l'Arabie saoudite, est ancienne. Elle n'a pas toujours été aussi négative que ce qu'on voit aujourd'hui. Lorsque, en 2019, Omar el-Béchir est renversé, 2 pays se précipitent pour aider le nouveau gouvernement civil à maintenir le taux de change d'une monnaie qui porte très mal, parce que les militaires, c'est aussi l'effondrement économique du pays, et ce sont l'Arabie saoudite et les Émirats. À d'autres moments, et juste avant le coup d'État, ils avaient également promis à nouveau d'aider financièrement un régime qui était à bout de souffle, transition civile ne fonctionnant pas très bien. Donc il faut remettre l'action des Émirats ou des autres acteurs quand même dans une histoire qui n'est pas simplement celle de livrer des armes aujourd'hui. Ensuite, si on regarde la question des ressources ou la question des intérêts, ce qu'on peut noter, c'est que les Émirats, par leur politique et pas simplement par la force la plus brutale qu'on voit aujourd'hui, ont réussi à construire une zone d'influence qui va de l'est de la Libye, passe par le Tchad, le Darfour donc avec les FSR, le Sud-Soudan, l'Ouganda et le Kenya, la Somalie, enfin une partie de la Somalie, au Puntland et peut-être un peu au Jubaland, et en Éthiopie. Et évidemment, aimerait avoir plus. Et sans doute, une des explications du positionnement plutôt réservé de l'Arabie saoudite sur ça, c'est le fait de ne pas accepter que les Émirats aient autant d'importance de l'autre côté de la mer Rouge. Donc il y a des raisons qui sont compliquées, qui exigent des talents de diplomate, mais ce qui est clair, donc c'est bien plus que l'or.
C'est bien plus que les terres arables et la sécurité alimentaire d'un pays comme les Émirats qui dépend à 100% des importations alimentaires. C'est bien plus que ça. Mais encore une fois, nombre de ces intérêts n'ont pas besoin d'une situation de guerre et de violence extrême pour exister et être là. Donc il faut, je crois, rappeler, et c'est ça qu'on escomptait des grandes puissances, des États-Unis, de l'Union européenne, rappeler à nos partenaires dans le Golfe arabique qu'il y avait quand même des moments où il fallait montrer un peu plus de limites. Des sanctions, par exemple, comme le disait Si vous voulez, Badaer. il faut se rendre compte, le problème des sanctions, c'est ça marche très mal, et on l'a vu à propos de la Russie et des Émirats arabes unis, et deux, et on a absolument besoin d'un règlement politique et pas simplement du traitement humanitaire comme aujourd'hui on essaye de le faire croire sur Gaza. Donc il faut absolument faire de la politique. Ça veut dire qu'il va falloir parler avec ces dirigeants, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur eux, et dans un cadre comme celui-là, les deux généraux, les gens qui sont autour d'eux, et obtenir l'éloignement du frère de Hemeti, des choses comme ça, qui n'est pas simplement une sanction, qui est, disons, un problème aussi à l'intérieur des forces de soutien rapide. Et donc pour faire ça, il faut laisser aux diplomates, moi je pense, si l'effort est sincère, il faut leur laisser un espace de manœuvre, et c'est à partir de là qu'on construit une solution. Parce que la solution, c'est pas simplement arrêter des massacres, c'est remettre dans ce pays un régime qui soit un peu plus bien meilleur que celui qui existe aujourd'hui à Port-Soudan, et en même temps qui apporte la paix à ce pays, parce qu'il y a le Darfour dont vous parlez maintenant, mais il y a le Sud Kordofan, il y a le Nil bleu, où les conflits continuent là-bas. Il y a toute une série de contradictions politiques et sociales qui ont été militarisées. On ne peut pas accepter simplement d'arrêter un massacre au Darfour et puis d'oublier tout le reste. Et c'est pour ça qu'il faut un processus politique, et c'est pour ça qu'on demande aux dirigeants, notamment occidentaux, mais aussi chinois et russes, de s'impliquer pour aider à une résolution. Alors, côté diplomatique, il y a eu une réunion le 24 octobre à Washington, vous le mentionniez, entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis. Les Émiratis ont refusé de signer cet accord. On va écouter d'ailleurs le conseiller diplomatique. Non, madame. Non, ce qui s'est passé, c'est que la délégation du gouvernement de Port-Soudan a demandé l'adjonction d'articles précisant que le gouvernement de Port-Soudan était le gouvernement légitime et que les forces armées soudanaises étaient l'armée du Soudan. Monsieur Boulos, qui n'est pas émirati, qui est américain, a refusé ces transformations, et à partir de ce moment-là, même avant que les véritables discussions commencent, ces gens sont sortis. Donc c'était terminé à ce moment-là. On va l'écouter justement, Massad Boulos, c'était au Caire, le conseiller de Trump pour l'Afrique. Nous avons élaboré un plan complet assorti d'une feuille de route claire et d'un calendrier. Ce calendrier commence par une trêve de 3 mois, la trêve humanitaire dont nous parlons actuellement, puis se poursuit par un processus politique de 9 mois et tous les autres détails. Mais ce sont des délais assez précis et nous sommes heureux de travailler actuellement sur le premier d'entre eux que nous espérons finaliser bientôt. Mastal Geldine, donc il y a un espoir avec ces négociations en cours, ou pour l'instant qui n'ont pas abouti, comme vient de le dire Roland Marchal? Alors j'ai constaté qu'ils sont très mal vus côté Soudan, côté population, parce que je suis tellement les réseaux sociaux et les débats. Ils pensent qu'ils ne voulaient pas intervenir avant que la ville d'Al-Fashir tombe, parce qu'ils voulaient que la ville tombe, et ensuite ils arrêtent arrête la guerre entre l'armée officielle et le FSR pour diviser le pays. C'est-à-dire attendre qu'il y ait une sorte de partition sur... Voilà, exactement. De facto. Et parce que ça, c'était le souhait des Émirats arabes unis, et du coup, ça empire les choses. Mais le fait de commencer à parler, à essayer de trouver un terrain d'entente, à mon sens, c'est une bonne chose. Et c'était pas bien que ça vient après tous ces massacres-là. Mais je pense que je trouve pas beaucoup d'espoir dans ces interventions, surtout que les Émirats arabes unis, celle qui subventionne les milices, elle fait partie de la solution. On peut pas alimenter la guerre et essayer de
Qui pourrait le souhaiter aujourd'hui, Roland Marshall, justement, qui est par exemple un cessez-le-feu, puisqu'ils discutent, mais ça ne donne rien? Ou est-ce qu'au final, tout le monde souhaite une partition du Soudan? Ça pourrait se terminer comme ça? Je crois que personne ne veut une partition du Soudan. Je crois que la diplomatie américaine se contrefiche du Soudan, mais par contre a beaucoup d'intérêt dans un prix Nobel de la paix à son président adoré. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est un peu qu'il faut qu'il y ait des négociations. Le seul processus qu'on a aujourd'hui, dont on ne sait pratiquement rien, à part cet échéancier que vous avez mentionné, c'est le cheminement américain, qui pose énormément de questions, avec beaucoup de diplomates qui suivent la situation au Soudan, mais aussi d'organisations spécialisées comme Human Rights Watch, posent beaucoup de questions, évidemment, sur qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où on peut aller, est-ce que c'est réaliste? Mais il n'y a que ça. Donc, d'abord, ce qu'on peut regretter, c'est que les Américains, enfin, c'est le Quad, les Européens, les Norvégiens, je parle des Norvégiens, des Suisses, qui auraient dû, les Norvégiens notamment, qui a été le Royaume-Uni, qui ont été associés très longtemps à la gestion de la crise soudanaise, revenir dans des négociations. pourrait jouer un rôle important. L'Union européenne, qui dépense beaucoup d'argent au niveau humanitaire et au niveau de la tentative d'organisation de l'opposition civile, finalement ne pèse pas du tout politiquement dans ces échanges-là et dans la définition d'une trajectoire de médiation. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses à faire, mais évidemment, ça implique c'est un coût politique pour tout le monde, parce que les Européens sont très silencieux sur les Émirats arabes unis, parce qu'il y a des investissements, je crois, de l'ordre de 50 milliards qui ont été promis pour l'année qui vient. Enfin, il y a à chaque fois de grandes promesses qui, évidemment, comptent pour des pays européens qui sont dans une situation économique difficile, les Français le savent trop bien, etc., etc. Donc, de la même façon, les Américains semblent vouloir le cessez-le-feu, mais ne donnent aucune idée sur ce qui va se passer après. Quel type de médiation peut aboutir à un nouveau gouvernement au Soudan? On n'en sait rien. Et je crois que le côté inquiétant, c'est que même les Américains eux-mêmes ne le savent pas. Le Quad, donc États-Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, pour dire. Et États-Unis. Et États-Unis, voilà, oui. Donc ça, c'est le Quad qui est en train d'essayer de négocier. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette situation au Soudan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Gérard, à Golo, au Darfour. Merci Laetitia Bader, vous étiez avec nous en direct de Rome. Merci beaucoup Roland Marshall. Merci Maz Tajeldine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.